Bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission portant sur la gestion des risques pour les grands magasins, pour les commerces, transporteurs et logistiques. À l'approche des fêtes de fin d'année, synonyme de joie, synonyme de retrouvailles, synonyme de famille, mais synonyme également de rush, d'accroissement des ventes, d'accroissement du coût du travail pour certains acteurs et malheureusement d'accroissement des vols. Donc comment gérer ces risques? Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui 5 invités qui vont parler de ces sujets. Tout d'abord, Jean-Jacques Richard, bonjour. Bonjour Virginie. Alors Jean-Jacques, vous êtes vice-présidente sûreté pour le groupe Géodis. Benjamin Soriano, bonjour. Bonjour Virginie. Benjamin, vous êtes directeur sûreté groupe pour le groupe Fnac Darty. Tout à fait. Yugurta, bonjour. Bonjour Virginie. Alors Yugurta, vous êtes directeur de la sécurité et de la sûreté pour le groupe Boulanger. Tout à fait. Nous avons également Christophe Pignard qui est en ligne avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors Christophe, je rappelle, vous êtes directeur sûreté de DB Schenker, France et Maghreb également. C'est bien ça. Et nous avons Jean-Christophe Vienne, bonjour. Bonjour Virginie. Et Jean-Christophe, vous êtes directeur France pour le groupe Milestone System. Tout à fait. Alors, vous allez partager nos expériences aujourd'hui, vos expériences sur cette thématique, à la fois, comme vous l'aurez compris, sur une partie transport, logistique, commerce, et puis également, Jean-Christophe, vous allez apporter votre retour d'expérience, votre expérience en tant que fabricant. Alors, comme je le disais, des marques inconnues, vol, vandalisme, criminalité organisée, flux. Voilà, on va évoquer ces points. Je vais commencer par vous, Jean-Jacques. On va commencer par un état des lieux, un constat. Quelle est la tendance de ces risques aujourd'hui, et notamment au niveau des vols et des voleurs de fret au niveau mondial? Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Virginie. La tendance est très mauvaise, très mauvaise. Pour plusieurs raisons, l'inflation, les problématiques politiques et géopolitiques ont entraîné un nombre de vols. Alors les statistiques ne sont pas encore arrêtées pour l'année 2023, mais on sait grosso modo que ce sera la pire année depuis une vingtaine d'années en termes de vols. Et je parle bien évidemment tous secteurs confondus, transport et logistique, au niveau mondial. D'accord, donc effectivement une mauvaise nouvelle, sûrement comme vous l'avez dit, due au contexte actuel. Si on va région par région maintenant, puisque vous englobez toutes Bien ces sûr. régions, pour la région Europe, Middle East, IMIA comme on dit très souvent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors les nouvelles sont pas bonnes non plus. Aujourd'hui, la région EMEA enregistre, c'est pareil, alors on a des statistiques, on parle bien de statistiques, environ, le vol de fret représente environ 11,6 milliards d'euros. Donc c'est absolument colossal, sachant que cette somme ne représente, là aussi, en termes de statistiques, qu'environ 4% de la réalité. J'entends par là que beaucoup de transporteurs ne déclarent pas ni à leur assurance, ni aux policiers ou gendarmes de par le monde un acte malveillant. Parce que déclaration trop longue, trop lourde, la franchise, le coût de la franchise. Donc, vous avez un chiffre noir qui est absolument colossal. Donc pour eux, finalement, il vaut mieux ne pas déclarer que... Oui, parce que c'est une perte de temps. Si vous faites de temps et d'argent, puisqu'ils sont déjà victimes d'un vol, s'ils ont un niveau de franchise qui ne couvrira pas la perte, ils ne déclarent pas. Alors, IMIA, vous avez évoqué le constat au niveau des États-Unis. Que peut-on dire? Les États-Unis enregistrent pareil des pertes entre
15 et 35 milliards de dollars, ce qui est là aussi tout à fait colossal. Alors, les États-Unis ont une particularité, on parlera de violence tout à l'heure. Les États-Unis ont une particularité, c'est que généralement le vol de fret est très peu violent. Ça représente environ 4-5%. Il y a 4-5% d'actions violentes. Donc moins violent que dans d'autres régions absolument, du moins monde. violent qu'EMEA, moins violent que le Mexique. Le Mexique, au Mexique, la plupart des vols de fret, à hauteur de 87%, sont des actes violents. Voilà. Et on voit arriver cette violence pour revenir à une région que nous connaissons bien et un pays que nous connaissons bien, qui est la France, où on enregistre aussi des actes de plus en plus violents, avec une violence qui est d'entrée. Voilà. Et ça, c'est récent, cette... Alors, on l'a connu, certaines années, on l'a connu. En fin de compte, il y a des pics, une sorte de saisonnalité de l'activité criminelle. Et cette saisonnalité est vraiment graduée en lien avec l'économie. 2008, vous vous rappelez de la crise financière, était une année catastrophique en termes de vol de fret et aussi d'actes violents. Là, on a l'inflation, on a des postures politiques, ainsi de suite, qui font que tout le monde s'enflamme et donc les actions sont extrêmement violentes en France. Et on parlait du Mexique tout à l'heure et aussi au Mexique. Alors une dernière partie, une dernière région, la région Asie-Pacifique, la fameuse APAC. Que peut-on dire? Alors sur la région Asie-Pacifique, on enregistre, et là aussi au niveau global, mondial, et toute société, je tiens à le préciser, toute société confondue, des enregistrements dans les entrepôts. Enregistrement d'environ 30% des vols, ce qui est tout à fait significatif. Mais sur la région APAC, peu ou prou d'actions violentes. C'est vraiment du petit larcin, du vol en entrepôt, du vol sur les derniers kilomètres, bien évidemment, sur les phases transport, bien évidemment. Mais là aussi, on a moins de violence parce que bien souvent, dans les pays APAC, la justice est extrêmement ferme et dure, et ce qui contribue et ce qui permet quand même de ralentir de manière très, très forte les ambitions de certains acteurs malveillants. On le voit effectivement qu'en fonction des régions, c'est peut-être différent, et malheureusement, on se retrouve dans la région du monde où il y a plus d'actes de violence. Quel est le profil de ces personnes? Alors, vous avez deux grands profils, les opportunistes et puis les professionnels. Les opportunistes, l'opportuniste, il se lève le matin, il ne se dit pas qu'il va faire, excusez-moi le terme, mais une connerie. Il va profiter d'une opportunité, d'une porte sur un dernier kilomètre, une livraison en dernier kilomètre, d'une porte d'un fourgon ouvert, d'une clé laissée sur un camion. C'est du chapardage. L'opportuniste, il peut aller un tout petit peu plus haut en disant il a une petite information que dans tel entrepôt qui n'est pas mis sous alarme ou qui n'a pas de vidéosurveillance, de faire un fric-frac ou d'essayer avec quelques copains d'attaquer l'entrepôt à la bombe lacrymogène. Le pendant de ces opportunistes, ce sont les professionnels. Généralement, des anciens braqueurs de banques ou de fourgons blindés ou de DAB, qui ont, eux, une longue carrière, qui sont généralement bien connus des services de police, et notamment de l'OCLCO ou de l'OCLDI, pour la France, et des services spécialisés dans le grand banditisme dans le reste du monde. Et là, les professionnels organisent leur action avec beaucoup de minutie, et ce en 4 phases. Ils identifient ce qu'il y a volé. Ils ont un informateur à tous les coups. Ils vont avoir une phase préparatoire. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut voler, où est-ce qu'on va pouvoir stocker, quels sont les équipements en termes de sûreté, etc. Une phase d'action, l'action doit être hyper rapide, ou pour le moins maîtrisée, et une phase de repli. Si l'une de ces 4 phases, ils sont ennuyés dans l'une de ces 4 phases, ils font une sorte d'analyse de risque, ils vont abandonner, ils vont changer de cible. Voilà. Et quelles sont les conséquences? Alors on voit des profils différents, avec des process différents. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences par rapport à ces vols de fret? Alors, les conséquences, elles sont déjà humaines. Lorsque vous faites braquer un camion ou un entrepôt, psychologiquement, pour les personnes qui en sont victimes, c'est un vrai choc. Elles sont bien évidemment
financière, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, on parle en milliards d'euros sur toute société confondue de pertes. Il faut savoir que ces milliards d'euros alimentent une activité criminelle, Ouais. mais aussi une activité terroriste. C'est ça. Et c'est là où le bas blesse, puisque beaucoup de juridictions, et notamment en Europe, ont tendance à considérer qu'il est moins grave de braquer un dépôt ou un camion qu'une banque. Ce qui, dans les faits, est totalement faux, puisque les conséquences en aval seront tout aussi importantes, sinon plus graves. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour ces précisions effectivement très importantes. Alors, je m'adresse à vous, Christophe, qui êtes un petit peu dans le même métier. Vous êtes, comme je le disais en préambule, sur la partie à la fois France et Maghreb. Jean-Jacques a donné des chiffres, a fait des constats. Est-ce que vous avez les mêmes constats de votre côté aujourd'hui ? Malheureusement, je ne peux aller que dans le sens de Jean-Jacques. Mon périmètre est certes France et Maghreb, mais nos clients se répartissent à travers le monde entier. Ce que je voudrais préciser par rapport à la France en particulier, ce sont deux points. Le premier, c'est que géographiquement, la France, c'est un carrefour, et un carrefour logistique en particulier. Donc, nous avons à la fois des flux import et export qui vont traverser la France, et donc, de fait, nous subissons dans toutes les dimensions, le transport routier, maritime et aérien, des préjudices sur notre fret. Le deuxième élément, et on le sait parfaitement, la France est un pays de luxe avec de nombreuses productions, qu'il s'agisse des cosmétiques ou de la maroquinerie. Et donc là, nous subissons particulièrement des vols dans ces domaines-là parce que, comme ça a été évoqué précédemment, là, nous avons affaire à des bandes organisées qui connaissent parfaitement les lieux de production, les routes d'exportation, et donc qui mettent en place des dispositifs, comme ça a été évoqué par Jean-Jacques, avec du renseignement de la phase préparatoire et de la phase opérationnelle, avec bien sûr, comme toujours, des réseaux d'écoulement derrière, parce que le dispositif est parfait d'un bout à l'autre de la chaîne. Donc indéniablement, nous constatons une augmentation, chiffres qui sont en partie confirmés par nos relations lors de nos relations avec les forces de l'ordre. Hein, depuis le début de l'année, on a une augmentation nette sur le territoire national. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler également d'enjeux de saisonnalité ? On le disait, à l'approche des fêtes de Noël, voilà, on pourrait peut-être davantage constater, parce qu'un flux plus important. Vous le constatez, ça, dans votre quotidien ? Tout à fait. La période de fin d'année dans le monde du transport, c'est ce qu'on appelle, on peut utiliser un mot anglais, la peak season. Hein. Donc nous avons beaucoup plus de flux à transporter, et de fait, des flux en lien avec les fêtes de fin d'année, tant sur le plan comme je vous l'ai évoqué précédemment, des biens de valeur, ou tout ce qui concerne les vins et spiritueux, que ce soit en petite ou grande quantité. Donc indéniablement, il y a une augmentation. Tous nos adversaires se mettent en route pour faire en sorte de détourner le fret selon différents moyens. Très bien. Merci beaucoup, Christophe. On reviendra juste après sur justement les réponses que vous apportez dans ce secteur d'activité. Benjamin. Alors, Benjamin, comme je disais, donc, vous représentez le groupe Fnac Darty en tant que directeur sûreté du groupe. Vous avez à la fois la partie, on va dire, e-commerce et commerce. Est-ce que, justement, sur ces deux parties, les constats sont assez identiques, ou bien sur une partie de l'activité, durant cette saisonnalité, on peut remarquer un surcroît
de risque? Bien sûr. Je crois que la tendance est la même constatée évidemment avec la partie transport. Tout est lié à l'actualité, à l'ensemble des crises que nous traversons depuis maintenant quelques années. Elles étaient plus espacées il y a quelques années et elles se succèdent plus rapidement depuis quelques années. Donc cette tendance de fait de malveillance s'accélère évidemment en fin d'année. Il y a plus de flux clients, donc plus de vols constatés. Nous monitorons au jour le jour l'activité de nos agents de sécurité que je salue. Parce que nous attendons aujourd'hui beaucoup de ces agents de sécurité qui sont le premier contact. On va y revenir effectivement, hein, vous l'avez beaucoup évoqué. Et donc l'activité, leur activité, en tout cas de lutte contre la démarque, mais aussi contre les actes malveillants, est en augmentation à cette période. On constate, suivant les semaines, un pic qui peut aller de plus 20 à plus 40%, notamment d'interpellations en cette période. Ouais. Donc ces chiffres démontrent très clairement une hausse de l'activité des agents de sécurité. Très bien, merci beaucoup. Et on reviendra effectivement. Alors, je sais que l'humain est très important et en préparant l'émission, vous l'avez évoqué, et Yugurta également, et on reviendra sur la partie réponse et comment vous travaillez justement avec ces femmes et ces hommes qui au quotidien sont présents. Yugurta, quand on a préparé la mission, vous disiez que finalement, les taux de vol et de démarques inconnues, puisque dans le commerce, on parle aussi beaucoup de démarques inconnues, étaient bien inférieurs à ce qu'on pourrait considérer la moyenne nationale sur la partie démarques inconnues du mois. Avant de répondre, préparer les fêtes de fin d'année, c'est être prêt tout au long de l'année. Nous avons des produits attractifs tout au long de l'année. Donc nos équipes, qu'elles soient salariées de l'entreprise ou partenaires de l'entreprise, nous les préparons. Ouais. Nous écrivons des process, nous testons ces process, nous ajustons ces process pour qu'en fin d'année, nous soyons prêts. Prêts parce que le contexte est particulier. Nous voulons faciliter l'expérience client. Il ne faut pas que la sécurité soit un frein à l'expérience client. Et donc, par rapport au taux, effectivement, parce que les process sont bien rodés, sont bien appliqués, sont bien suivis, c'est une problématique, bien évidemment. Un produit qui disparaît, c'est toujours un produit de trop qui disparaît. Mais avant tout, et notre priorité, c'est la sécurité des personnes. C'est ça. Qu'ils soient clients, collaborateurs ou partenaires. Ouais. Et on verra là encore tout ce que vous mettez en place pour cette sécurité, cette sérénité quelque part, parce que quand on parle d'expérience client, on parle de sérénité au sein des magasins. Et comme vous l'avez dit, les fêtes de fin d'année, finalement, vous les préparez tout au long de l'année. Et les solutions, si elles sont identiques, sont juste démultipliées quelque part. Exactement. C'est bien ça. Voilà, alors c'est les solutions justement qui sont apportées. Alors je vais revenir vers vous, Jean-Jacques. Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre chez Geodis pour lutter contre ce phénomène justement ? Alors tout d'abord, chez Geodis, c'est une priorité et c'est un mot d'ordre de la présidente du groupe Geodis d'assurer en permanence la sûreté des personnes, des biens matériels et des biens immatériels. Pour arriver à ce résultat, on agit sur 4 domaines. Alors, que j'appelle le TOC, T-H-O-C. Donc le T, la technique, il faut de la technique. Ouais. On a besoin de technique, que ce soit de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès, des systèmes de gestion pour gérer tout ça. De l'humain, et ça a été signalé, l'humain est extrêmement important, et je dirais même que c'est le cœur du système, que ce soit des agents de sécurité, mais aussi les collaborateurs. On ne peut pas lutter dans un groupe comme Geodis contre l'acte malveillant si on n'implique pas
l'ensemble des collaborateurs. Le haut, c'est l'organisation, ça a été aussi précisé, que ce soit les procédures, les consignes, qui doivent être extrêmement bien rodées et faciliter le fait que les acteurs malveillants ne passent pas à l'acte, ou pour le moins de les interpeller si jamais ils passent à l'acte. Et enfin, le C, la communication. Ouais. Il est extrêmement important dans un métier comme le nôtre de communiquer. N'ayons pas peur de communiquer, n'ayons pas peur de regarder les acteurs malveillants qui pourraient suivre votre émission et leur dire écoutez, choisissez d'autres cibles parce que nous ne sommes pas les bonnes cibles, parce que nous sommes des professionnels. Si vous imaginez que nous ne savons pas que vous êtes là et que vous voulez vous en prendre à nos biens, eh bien vous faites une grosse erreur et votre carrière professionnelle de délinquant ou de criminel sera relativement courte. Merci beaucoup Jean-Jacques pour tous ces éléments et je retiens bien le TOC, mais THOC, voilà, très intéressant. En fait, vous avez parlé beaucoup de l'humain et quand vous parlez de l'humain, je pense à une chose, ce sont quand il y a justement ces camions sur la route, quelque part, il faut protéger sur la route ces personnes. Il y a des moyens, des dispositifs qui sont mis en place plus particulièrement pour ça aujourd'hui? Bien sûr. La première phase, c'est la sensibilisation du chauffeur et c'est la sensibilisation des personnels parce que là aussi, chez Géodis, notre priorité, c'est la sécurité de nos collaborateurs. C'est la toute première. La marchandise, bien évidemment, mais la toute première, c'est la sécurité de nos collaborateurs. Pour répondre à votre question, oui, des balises GPS, de la vidéo embarquée, des escortes. Dans certaines régions du monde, on a des escortes. On a des escortes en France, des escortes qui peuvent être armées, non pas pour faire le coup de poing contre les acteurs malveillants, mais simplement pour leur propre sécurité, parce qu'il y a des régions du monde où le niveau de criminalité est extrêmement élevé. Donc, et c'est l'assemblage, c'est là aussi les procédures, la sensibilisation des collaborateurs, les moyens techniques qui vont faire qu'on va arriver à un ensemble cohérent. Ce qu'on cherche, c'est la cohérence, à bâtir une chaîne de sûreté qui soit la plus équilibrée possible. Une chaîne de sûreté casse toujours par son maillon le plus faible. Donc on essaye d'avoir les maillons les plus solides possibles, mais surtout les plus cohérents possibles. Très bien. Merci beaucoup Jean-Jacques. Et si vous voulez apporter plus de précision tout à l'heure, avec grand plaisir. Christophe, alors lorsqu'on a préparé l'émission, vous disiez que pour vous, le volet principal était la prévention. Et la prévention entre collaborateurs et puis sous-traitants. Oui, en effet, comme ça a été évoqué précédemment, nous avons tous notre dispositif sûreté, nos procédures, et pour le moins, la période de fin d'année est une période de stress test où on va venir nous challenger sur nos bases. Et donc, ce dispositif, il faut pouvoir embarquer l'ensemble des collaborateurs, y compris les temporaires. Et on le sait parfaitement, l'acte premier de la sûreté, c'est la prévention. Donc, dans cette période-là, nous avons de nombreuses communications, nous avons des débriefs avec les équipes où quotidiennement, eh bien, on fait le point, on leur indique potentiellement la tendance du moment et ce sur quoi il faut être vigilant. Et de cette manière, chacun devient acteur au sein de l'entreprise ou de l'agence de la sûreté du fret de nos clients. Très bien. Merci Christophe. Vous parliez également de coopération, une coopération qui est essentielle, donc avec différents acteurs et puis aussi avec les forces publiques. Exactement. J'ai un adage qui est nous avons affaire à des bandes organisées, soyons aussi, nous aussi des bandes organisées avec notamment les forces de l'ordre. Les malfaiteurs jouent de l'extranéité des différents pays, des vides, du vide au niveau de la législation, du fait que le vol se produise dans un pays et le dépôt de plainte est fait ailleurs. Donc ils ont, je dirais, à certains moments, des espaces d'action qui sont très, très favorables pour eux.
Et il s'agit de pouvoir établir, notamment avec les forces de police et de gendarmerie, mais pas que, une collaboration opérationnelle active afin de nous coordonner et de répondre au mieux face à cette délinquance qui est par définition très bien organisée. Merci Christophe. Alors, un dernier point. Je crois que vous présidez aujourd'hui une commission, JATF. L'ancien président est d'ailleurs ici présent de mémoire. Je crois que vous vouliez aussi illustrer en parlant un petit peu des actions qui sont menées au travers de cette commission. Oui, j'ai l'honneur de présider la commission sûreté-route de notre union de transporteurs, transport et logistique de France. C'est un organe, pour ne pas dire un outil, je crois, assez unique, puisque c'est une parfaite illustration de la coopération publique-privée en la matière, en matière de lutte contre la délinquance, puisque bien évidemment, les professionnels du transport et des principaux groupes sont présents, mais nous avons aussi les forces de police avec l'OCLO, la gendarmerie avec l'OCLDI, et sont également présents l'OFAST, l'Office anti-stup, Ouais. et nous avons depuis peu la Direction nationale du renseignement douanier qui est présente. Comme je l'ai dit précédemment, c'est la force d'un réseau, la force de l'échange qui fait que, à travers ce partenariat opérationnel, où chacun sans aucune problématique et évoque les sujets qui sont parfois des sujets sensibles ouvertement face aux autres entreprises et avec les forces de l'ordre. Et cela permet ainsi de comprendre quelles sont les nouvelles tendances, de mieux réagir et de mieux informer, comme je l'ai dit précédemment, l'ensemble de la chaîne et nos sous-traitants en particulier sur les tendances du moment ou les zones même géographiques qui sont particulièrement ciblées. Pour vous donner un exemple concret, il y a la nationale 4 qui part de Paris et qui va dans l'est de la France, et vous avez le triangle des Bermudes du vol de fret, hein, qui est une zone d'une trentaine de kilomètres sur cette nationale 4, hein, qui est particulièrement connue et sur laquelle nous travaillons conjointement avec les forces de l'ordre qui ont mis en place un dispositif adapté, hein, au-delà des limites de territoire traditionnel. Et donc typiquement, c'est l'illustration d'une coopération opérationnelle, mais efficace et qui colle au terrain et à nos besoins particuliers en tant que transporteur. Merci beaucoup Christophe. Alors Benjamin, on a parlé transport. On va parler maintenant un petit peu la chaîne d'avant, c'est-à-dire toute la logistique, hein, avant que ce soit transporté. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour sécuriser au mieux ces produits qui vont être envoyés jusqu'au client? Aujourd'hui, c'est le fruit de multiples réflexions et de plusieurs acteurs qui se mettent autour d'une table très régulièrement tout au long de l'année et sur les années précédentes. Ce sont des acteurs internes, mais des acteurs externes. Ce qui est important, c'est aussi de travailler avec les sûretés des groupes de transporteurs qui transportent nos colis. Évidemment, plus de flux en fin d'année de colis. Il faut rappeler que les flux ont largement augmenté à partir de la crise du Covid. Ouais. Les personnes, le e-commerce a vraiment explosé. Hein. Il a complètement explosé, avec au-delà de nos attentes. Hein. C'était plutôt positif, évidemment, pour les groupes comme le mien. Déjà à ce moment-là, il a fallu réfléchir à comment mieux sécuriser l'envoi de nos produits qui sont tant convoités par des actes malveillants, ou pas que, hein, parce que aussi parfois cette démarque n'est pas que due à des actes malveillants. Aussi, dans la chaîne du transport, il peut y avoir des détériorations de colis qui engendrent la perte de nos produits, et le résultat est au final le même, hein. C'est souvent la perte ou la dégradation de certains produits. Donc il a fallu surtout réfléchir à comment mieux emballer
nos produits. Je ne dirais pas que ce sont des colis inviolables, évidemment non, mais en tout cas qui permettent de mieux identifier dès lors qu'il y a eu un acte malveillant sur ces colis. C'est la première de nos préoccupations lorsqu'on envoie un produit, qu'on ne puisse pas identifier ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on ne puisse pas voler ce qu'il y a à l'intérieur sans que nous nous en rendions compte. C'est beaucoup de mise en place de process, à la fois dans la préparation, dans l'envoi, dans la sécurisation en fait, du flux général. C'est vraiment la mise en place de process et l'étude générale et globale du début jusqu'à la livraison du dernier kilomètre de nos produits. Merci Benjamin. Alors c'est vrai, vous avez raison, hein. Vous avez rappelé la démarque inconnue. Alors c'est vrai que quand on parle de démarque inconnue, on avait coutume il y a quelques années de parler de la démarque inconnue au sein des magasins. Il y a maintenant la démarque inconnue au niveau du web. Et vous avez créé la cellule fraude au sein de Fnac Darty. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement un petit peu pourquoi vous l'avez créée et à quoi elle sert aujourd'hui? Tout à fait. Pareil, au lendemain de la crise du Covid, nous nous sommes rendus compte que la fraude en tout genre, qu'elle touchait les magasins, le web, était en pleine expansion. Et il était important pour nous de se dire comment faire pour lutter contre ce fléau. Et nous avons pris la décision en janvier 2022 de créer une structure de luttant contre la fraude, qui est aujourd'hui composée de 3 enquêteurs fraude. Et on a fait un choix assez particulier et qui est plutôt bénéfique, qui se porte avec un expert en transport et deux expertes plutôt sur nos canaux Fnac et Darty, avec une très grande expertise au sein de notre entreprise. Et la mutualisation de ces 3 esprits a permis de créer cette cellule fraude et de venir essayer d'étudier chaque cas de fraude et aussi de renvoyer un message à chaque fraudeur. C'était un petit peu ce que disait mon confrère, de renvoyer un message très clair envers nos fraudeurs. Chaque cas de fraude doit faire l'objet d'une poursuite judiciaire et ça porte plutôt ses fruits jusqu'à ce jour. Donc plutôt positif. Très bien, merci beaucoup Benjamin. Puis on le rappelle, hein, toujours plus d'agents de sécurité également dans les magasins avec une bonne formation et on va en parler avec Yugurta. Avant d'évoquer ce sujet, Yugurta, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, cette gestion des risques, ce travail tout au long de l'année, au quotidien, 24 heures sur 24, quasiment 365 jours sur 365. Avant de parler de l'humain, quelles sont les solutions technologiques pour vous aujourd'hui qui vous permettent de gérer au mieux, au quotidien, ces risques? La solution technologique la plus accessible et la plus démultipliée est la vidéoprotection, qui était fortement décriée il y a quelques années, mais qui est aujourd'hui acceptée et sollicitée. Des solutions technologiques de sécurisation des produits en surface de vente. Nous présentions uniquement des produits. Aujourd'hui, nous parlons d'expérience. Il y a eu le libre toucher et aujourd'hui, on parle du libre essayé. Mais quand un client a le produit en main, il faut quand même permettre au client de vivre son expérience convenablement et comme il se doit, mais aussi de sécuriser le produit. Donc, ça passe par ces moyens de protection. C'est l'essentiel. Après, il y a beaucoup de solutions qui nous sont proposées, beaucoup de partenaires. Les questions que l'on se pose avant d'accepter un nouveau produit, qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport à ce qui existe déjà? Qui va l'utiliser? Qui va le maintenir? Et ensuite, bien évidemment, combien ça coûte? Et quel est le retour sur investissement que l'on attend de cet investissement? Très bien. Mais je me permettrai, Virginie, je profite d'avoir la parole, c'est que vous me parlez tout à l'heure de communication. Elle est essentielle. Elle est essentielle dans nos métiers. Nous communiquons très bien avec Benjamin. J'aime beaucoup cette... Et la coopération, finalement, est là aussi, hein, entre confrères. Au quotidien, très régulièrement. Et j'aime bien cet adage qui dit « Nous gagnons la guerre grâce à l'artillerie, nous la perdons à cause de la communication ». La communication avec ses pairs, la communication avec les forces de l'ordre, mais la communication en interne. Nous travaillons dans un milieu de commerçants. La sécurité est au cœur de leur activité. Ils en sont conscients, mais parfois ils l'oublient. Notre mission est de les éclairer
parfois sur un risque qui pourrait arriver, et cela se fait grâce aux communications régulières que nous diffusons. Très bien. Merci, Jugurtha, de rappeler ce point qui est essentiel. On va revenir sur l'humain. Vous le dites tous les deux, et vous le dites tous, qu'il est essentiel. Aujourd'hui, pour vous, justement, cette formation, vous avez beaucoup parlé, et on va y revenir, de l'expérience client, mais avant tout, les personnes, l'humain, jouent un rôle essentiel, et donc les formations sont également essentielles. Clairement. Je parlais d'un devoir de communication, donc c'est de l'éducation et de l'instruction. Nous devons former nos collaborateurs. Mais pour pouvoir bien les former, il faut les avoir éclairés. Quels sont les risques que vous pourriez vivre? Donc pour cela, il y a des formations à la gestion des vols avec violence, il y a des formations de gestion des vols à main armée, des formations et des sensibilisations à la démarque inconnue, et puis toutes les formations réglementaires, bien évidemment, équipés de première intervention, sauveteurs secouristes du travail, etc. etc. C'est comme cela que l'on sera plus fort. Un agent de sécurité seul ne pourra pas tout résoudre. Il doit être accompagné, soutenu par les équipes du site dans lequel il travaille. Pardon. Ouais. Merci. On va revenir encore une fois après sur cette partie, notamment l'expérience client. Mais je m'adresse à vous, Jean-Christophe. Vous avez écouté religieusement nos 4 directeurs sécurité-sûreté sur des univers complémentaires, on va dire, même qui se juxtaposent. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Mais écoutez, en tant que fabricant et plus précisément éditeur de logiciels de vidéoprotection et ou de surveillance, tout dépend de la sémantique que l'on utilise et la CNIL qui peut aussi nous embêter de temps en temps. Je dirais que nous sommes assez alertes à tous ces constats, donc nous suivons ces constats-là. Et notre premier métier en tant que fabricant et éditeur de logiciels, c'est d'abord écouter les besoins et les constats en fait des clients finaux, comme on les appelle, que ce soit Boulanger, Géodis, DB Schenker ou Fnac Darty, pour être force de proposition en termes d'innovation. Un fabricant ne peut pas être sourd et aveugle à ce qui se passe sur le marché pour proposer effectivement de nouveaux produits, de nouvelles solutions pour répondre à ces enjeux actuels que le vol ou la démarque inconnue ou le vandalisme a toujours existé. Mais on sent bien qu'il y a une gradation supplémentaire sur le niveau de vandalisme ou d'agression qui font qu'on doit s'adapter également en termes de technologie, justement pour compléter notre offre justement à ces nouveaux enjeux. Au niveau de la prévention des pertes, maintenant, plus spécifiquement, c'est un domaine que vous connaissez bien, vous apportez des réponses. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les réponses que vous apportez aujourd'hui à vos clients qui veulent trouver une solution par rapport à ces risques? Alors, c'est vrai que Milestone n'est pas un jeune venu sur le marché de la sécurité, puisque ça fait déjà 25 ans que nous sommes présents sur le marché de la sécurité et plus précisément sur le marché de la vidéo. Et c'est vrai que le premier item que vous abordez sur prévenir et minimiser les pertes, puisque dépendent en fait de la compréhension, de la gestion et de la résolution, pour moi, de trois problématiques. La première, c'est protéger les actifs de nos clients. Je dis nos, même si vous n'êtes pas tous clients de Milestone, mais en tout cas protéger les actifs en fait que ce soit dans le retail ou la logistique. La deuxième problématique, c'est sécuriser le personnel. On en parlait juste avant d'aborder cette émission. Et puis la troisième, c'est d'assurer la sécurité des clients, puisque pas de clients, perte de revenus pour à la fois les commerces, mais également à la fois les logisticiens qui fournissent les commerces en termes de produits. Et c'est là qu'effectivement, au travers de notre écosystème technologique, fort de nos plus de 3000 partenaires et de 11 000 équipements qu'on a intégrés à notre logiciel en fait, de vidéosurveillance, nous avons effectivement un certain nombre de réponses technologiques pour justement répondre à ces enjeux.
de sécurité et au-delà de la sécurité, puisqu'on parle à la fois de sécurité, mais aussi... Tout à fait. Et on va y revenir sur effectivement comment on peut aller dans la prolongation, et Jugurtha l'a évoqué tout à l'heure. Je pourrais juste prendre un exemple sur, par exemple, la protection des actifs. On a développé, par exemple, des solutions, des extensions ou des solutions additionnelles à notre logiciel de base, comme par exemple le Transact ou le Retail. Le Transact étant par exemple la relation directe des liaisons transactionnelles couplées à de la vidéo, de suivre en fait les transactions avec la vidéo et de récupérer en fait l'historique de ce qui se passe des transactions dans le commerce avec la vidéo. Dans le retail également, avec une communication avec les caisses enregistreuses, et puis l'association du ticket de caisse avec la vidéo. Donc on peut aller assez loin avec la vidéo en termes de sécurité pour lutter contre la fraude ou la démarque inconnue. Très bien, merci beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure également d'être là pour protéger, sécuriser les clients. Comment vous assurez, comment vous apportez, comment vous accompagnez pour assurer la sécurité et la sûreté des clients? Alors, là, je sortirais de mon activité d'aujourd'hui. Je dirais que la première chose qu'il faut mettre en place, et c'est notre devoir de conseil quand on est en contact avec effectivement les clients finaux, c'est d'avoir une visibilité du système de protection. Il y a deux manières de protéger un site. C'est soit on dissuade, soit on piège. L'idée de la vidéoprotection ou de la vidéosurveillance, c'est d'être le plus visible possible pour que le client se sente sécurisé et être dans un climat serein, notamment pour dépenser, effectivement. Et puis en même temps, couplé, parce que ce n'est pas du tout séparé de ça, d'avoir une visibilité de la surveillance humaine. Lorsqu'on est client, je suis aussi client de commerce, de voir effectivement des vigiles ou des gardiens ou de la surveillance humaine couplés à des systèmes de vidéoprotection, ça me donne envie je me sens sécurisé, je me sens rassuré d'être client de tel ou tel commerce. Et vous avez raison de le spécifier, nous sommes tous clients ici autour de la table. Je vais un petit peu changer le déroulé de l'émission. Je vais m'adresser à Christophe parce que je sais que malheureusement, c'est ça les aléas du direct en même temps. Christophe a un impératif, donc je vais vous libérer juste après Christophe. Sur cette dernière partie de l'émission, justement, on a commencé un petit peu à l'aborder. Tout ce qu'on met en place, ces dispositifs pour de la sécurité-sûreté. Premièrement, Jugurtha a commencé à l'évoquer aussi en disant ce qui importe, c'est l'expérience client. Donc on voit qu'on va vers d'autres choses, d'autres sujets qui nous importent et qui sont liés. Il y a également de plus en plus aujourd'hui le sujet de l'amélioration de la productivité et de la pérennisation des investissements. Comment est-ce que vous le traitez au quotidien ? Notre mission de transporteur est assez simple, somme toute. Nous devons transporter d'un point A vers un point B le fret que nos clients nous remettent. Et donc, l'idée, c'est d'être en permanence en amélioration de notre qualité de service, notamment, et c'est là que nos clients nous challengent le plus de nos jours et qui est un élément qui sert aussi la sûreté, c'est la traçabilité. Dans le métier du transport, vous avez des expressistes qui ont l'habitude de faire quelque chose de rapide et un transport rapide et précis. Nous, on transporte plutôt l'industrie, la grande distribution et ainsi de suite. Donc, on n'a pas le même fonctionnement. Mais la traçabilité et la qualité avec laquelle nous livrons nos clients sont des sujets qui sont au quotidien notre challenge. Après, en termes d'investissement et de coûts,
la difficulté de la sûreté et de la prévention, c'est qu'on a parfois du mal à faire le ROI, puisque on a de fait des infrastructures, je ne vais pas dire lourdes, mais importantes, mais dont la partie prévention et dissuasion n'est pas mesurable. On voit bien évidemment quand on passe d'une agence qui était des années 70 à une agence plus récente, on va voir que tout le dispositif, ne serait-ce que le fonctionnement aussi de cette agence va s'améliorer et ainsi de suite. Mais le dispositif de sûreté prouve prouve son efficacité, mais à mesurer, c'est compliqué. Mais en tout état de cause, nous avons, et pour faire écho aux propos précédents, la technologie et la veille technologique en particulier nous permet de faire des bons en matière de qualité de dispositifs sûreté avec des investissements qui sont, je qualifierais, d'assez limités. Et je vais m'expliquer puisque maintenant on a des caméras intelligentes. L'intelligence est embarquée dans la caméra et donc ces dispositifs nous permettent d'être beaucoup plus pertinents sur la détection, le suivi des colis et donc la traçabilité. Voilà, donc un dispositif, un socle qui est important, qui est conséquent, qui vise en effet, c'est Lyoté qui disait, montrer sa force pour ne pas avoir à l'utiliser. C'est tout à fait ça l'idée. Mais il faut qu'on fasse au fil du temps ces sauts technologiques de façon à ce que l'humain joue sa partition, mais qu'on aide l'humain à augmenter ses capacités. Et comme en face, nous avons des humains qui ne pensent. On en parle souvent. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe, on va vous libérer. Un grand merci à vous pour votre intervention et à très bientôt sur ce plateau. Benjamin, je me tourne vers vous. Alors ce que vient de dire Christophe, je pense que c'est peut-être à peu près identique pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que vous avez plus d'indicateurs justement? Est-ce que la technologie vous permet d'aller plus loin et quelque part d'améliorer cette productivité et puis de prouver que les investissements donnent des résultats? Je crois que nous avons tous aucun doute sur le fait que la technologie associée à l'humain est nécessaire dans la lutte contre tous les actes que nous avons recensés. Avoir du matériel de qualité permet notamment aux agents de sécurité de mieux lutter contre les vols, contre l'ensemble des actes malveillants. Nous sommes toujours en veille sur les différentes évolutions de technologie, avec aussi beaucoup de prudence, parce que on l'a vu dernièrement, l'État s'était engagé un peu rapidement dans certains sujets et a rétropédalé. Nous-mêmes, nous sommes très prudents sur ces sujets. On regarde d'une manière attentive, intéressée, mais il faut rester aussi dans le cadre de la légalité. Et en matière notamment de vidéoprotection, qui a été aussi pas mal décrié à une certaine période, ça doit respecter certaines règles, certains cadres légaux. Donc oui, il faut offrir à nos agents de sécurité et aussi a posteriori, parce que aussi le matériel qui est utilisé dans nos magasins est aussi beaucoup utilisé a posteriori des actes, pouvoir revenir en arrière sur ce qui s'est passé et exploiter. C'est une grande aide maintenant, en fait, de pouvoir exploiter a posteriori. Moi, dans mon groupe, 100% de nos magasins, évidemment, sont équipés, par exemple, de ce matériel. Je ne connais pas aujourd'hui de magasin qui n'a pas disposé de caméras vidéo. La moindre pharmacie aujourd'hui, le moindre bureau de tabac ou autre. Donc oui, en effet, ce matériel est essentiel dans la lutte que nous menons contre le vol.
Donc, oui, et nous sommes vraiment à l'écoute de ce marché et des évolutions technologiques. Tout en respectant la légalité, comme Toujours. vous dites, et tout en tenant compte du fait que c'est un accompagnement pour l'humain et l'agent de sécurité et les autres équipes. Yugurta, je me tourne vers vous. Alors, on a parlé de cette réflexion sur les coûts, sur le retour sur investissement. Vous disiez en préparant l'émission que vous aimiez challenger les prestataires. Clairement. Nos directions sécurité, et on a une devise, c'est protéger les personnes, les biens et le patrimoine. Mais nous contribuons à la performance de nos entreprises, quelle que soit la direction sécurité-sûreté. Contribuer à la performance de l'entreprise, ça veut dire permettre à nos collaborateurs de venir travailler sereinement. Ça veut dire permettre à nos clients de venir se faire plaisir en toute sécurité. Mais ça veut dire aussi rationaliser nos investissements. Ça veut dire, alors encore une fois, nous sommes très fortement sollicités, tous les prestataires, là pour le coup, fabricants, ou nous proposent des solutions miracles. Notre devoir est de faire attention à ce que l'on achète. Bien évidemment, l'aspect réglementaire, mais qui va l'utiliser? À quel but? Et dans quel but? Quel est l'objectif final du produit qui nous est proposé? Et puis, comment est-ce qu'il va vivre dans le temps? C'est important. Ouais. Voilà ce que j'avais à dire. Non, mais très important, effectivement, vous avez raison, c'est cette prolongation, c'est qu'il faut qu'il vive dans le temps, qu'il ne soit pas là juste pour quelques années, parce que là encore, le retour sur investissement, c'est sur plusieurs années. Il faut effectivement le prendre en compte. On a parlé tout au long de cette émission, je sais que c'est un point également très important pour vous, de l'expérience client, de faciliter l'expérience client. Comment est-ce que ça peut se traduire aujourd'hui? Alors, au travers des agents, soit, est-ce que la technologie aide également à ceci? Alors, oui, comme vous l'avez évoqué, les agents, c'est le premier contact que peut avoir un client parfois dans nos magasins. Les technologies, je parlais tout à l'heure, auparavant, les produits étaient exposés. Puis pour les protéger, on les mettait sous vitrine. Donc l'expérience client n'était pas sympathique. Aujourd'hui, on parle de libre essayer. Le client peut avoir le produit entre les mains et l'essayer, le manipuler en toute sérénité. Et donc, voilà par quoi cela passe. Cela passe aussi par des agents formés, expérimentés, qui ne vont pas perturber cette expérience client parce qu'ils ont vu un client avec un produit lui bondir dessus. Donc, tout cela mis bout à bout fait que nous faisons en sorte que nos clients soient satisfaits. Et c'est vraiment important. Mais quelle que soit l'enseigne, et là pour le coup, nous ne sommes pas dans un concours. Merci beaucoup Yugurta. Jean-Christophe, là encore, je pense que vous avez écouté Benjamin, Christophe qui a dû malheureusement nous quitter, Yugurta, Jean-Jacques s'exprimera juste après. Est-ce que aujourd'hui, améliorer l'expérience client, c'est quelque chose qu'on vous demande? Vous accompagnez également vos clients sur cet aspect? Oui, alors nous avons deux types de clients, les clients de nos clients et nos clients, c'est-à-dire les gens qui aujourd'hui sont autour de cette table. Si on parle des clients de vos clients, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est créer ce climat serein de sécurité en rendant visible un système de vidéoprotection, mais en trouvant le bon curseur, en respectant effectivement la législation. Et Milestone est très au fait de ça, parce qu'effectivement, on a notamment notre PDG qui travaille au sein de l'Union européenne pour justement travailler sur ces textes législatifs vis-à-vis de la technologie responsable, c'est-à-dire la façon dont on développe nos produits, dont on les utilise et comment ils sont exploités. Puisque la vidéo, particulièrement, spécifiquement, associé à ce qu'on appelle de l'analytics, pour pas dire de l'IA, l'intelligence artificielle, fait que ça va très vite et que le législateur n'a pas le temps de cadrer les choses. Et donc nous, en tant que fabricants, en tant que Milestone, on s'est donné comme mot d'ordre de se cadrer nous-mêmes aussi sur la façon d'utiliser de façon responsable notre technologie. Ça, c'est la première réponse. Et puis la deuxième réponse par rapport à l'expérience client,
c'est-à-dire vous, je dirais que c'est passé par une exploitation, et moi je pense à l'opérateur. Je pense à l'opérateur parce que notre premier client, c'est celui qui va être derrière les écrans, c'est lui qui va exploiter le site. Et si la technologie devient une usine à gaz, elle est contre-productive. Et à ce moment-là, je dirais qu'on est plus sur une efficacité en fait de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance, mais on va à l'encontre de ce qu'on doit mettre en place, c'est-à-dire d'adapter en fait la solution technologique aux besoins. Donc on peut être amené, on a différentes solutions, je ne rentrerai pas dans le détail, mais je dirais qu'on est très au fait d'avoir, je dirais, un logiciel simplifié, intuitif, et qui permet justement à l'opérateur de pouvoir, si vous voulez, le maintenir de façon, en tout cas l'exploiter de façon efficace. Très bien. Un dernier point, Jean-Christophe, on a parlé de retour sur investissement, de pérennisation des investissements, d'optimisation et de performance quelque part. Aujourd'hui, vous accompagnez également, vous permettez de donner plus d'indicateurs sur ces points. On est tous confrontés au fameux ROI, retour sur investissement, pour ne pas faire d'acronyme en anglais. Je dirais que de la même façon, des besoins en amont en fait, vis-à-vis de nos clients, en aval, on est effectivement, même si on travaille cela en amont, mais en aval, c'est justement on a trois objectifs. C'est effectivement que l'investissement que doivent faire nos clients soit pérenne. Et donc tout le travail de notre innovation et de notre R&D, c'est justement que notre produit soit pérenne dans le temps. C'est d'optimiser le déploiement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce soit un déploiement simple avec une exploitation, je dirais, intuitive, et puis rationaliser les ressources. Et là, je dirais qu'on a 4, si vous me laissez juste 3 minutes. Notre objectif, c'est de baisser le coût matériel. On parlait du coût, parce que le nerf de la guerre, c'est bien évidemment l'aspect financier. C'est de trouver le bon curseur du niveau de sécurité par rapport à l'investissement et le retour sur investissement. Et notre objectif, c'est effectivement de baisser le coût matériel. En faisant quoi? Avec notre écosystème technologique, en conservant, en intégrant l'existant, puisque l'intérêt de notre écosystème, c'est justement de pouvoir s'adapter et d'être compatible avec le maximum de produits de sécurité d'un site existant. C'est pas tout remplacer, en fait, tout simplement. C'est d'optimiser les ressources serveurs, puisque pour gérer les caméras, il faut des serveurs. Et puis, construire, par exemple, ça arrive, des offres cloud, de dématérialiser, en fait, tous ces produits-là, toutes ces technologies-là, pour réduire les coûts, parce que ça réduit les coûts. Et puis on a également, nous, l'obligation, en tant qu'éditeur de logiciels et fabricants, de garantir des déploiements sécurisés. Puisque si on parle de sécurité, il faut que nous, notre propre solution, soit sécurisée. Donc là, on a effectivement la mise en place de protocoles rigoureux, ça a été le cas de la RGPD il y a quelques années, mais c'est également aujourd'hui, avec la hausse des menaces cyber, d'avoir justement une solution robuste et résistante et résiliente justement par rapport à cet enjeu-là de cybersécurité. Donc là, notre R&D est complètement, je dirais, au fait de cette partie-là. Et puis, c'est de pérenniser l'installation, je le disais, l'investissement, pour que dans le temps, en fait, pour que le ROI du client, c'est-à-dire que ce soit Boulanger, Fnac, Géodis, DB Schenker, ou tous les clients finaux avec lesquels nous travaillons, ou nous essayons de travailler, c'est justement d'être à la fois évolutif, c'est-à-dire de faire progresser l'installation dans le temps, et puis d'être, je dirais, d'avoir les mises à jour qu'il faut, notamment en vidéo, puisqu'il y a des mises à jour pour lutter contre les attaques cyber, pour avoir toujours effectivement des logiciels à jour, d'avoir effectivement un certain nombre de protections. Et puis le dernier, c'est d'avoir, et ça c'est l'investissement qu'on met en place chez Milestone, puisque plus de 30% de notre effectif chez Milestone s'occupe de la R&D, c'est pas pour rien, c'est pour avoir vraiment un logiciel et un écosystème technologique fiable, simple et robuste dans le temps, justement pour répondre à tous ces besoins. Merci beaucoup Jean-Christophe d'avoir apporté tous ces détails et d'avoir montré comment vous accompagnez les clients au quotidien sur ces différents points. Alors vous avez parlé cyber, je trouve que c'est très bien parce que c'est vrai que dans un monde où tout va très vite, on l'a vu, hein, le e-commerce en plein boom, la technologie qui va avec, qui est numérique, on se doit effectivement de faire
de plus en plus attention, et je sais qu'autour de la table, vous faites très attention à ceci vous-même en tant que directeur sécurité sûreté. Ce sera l'objet d'une autre émission, parce que malheureusement, on ne peut pas tout évoquer ce soir, mais important. Alors la cyber, hein, c'est sans limite, c'est transfrontalier, voilà, il n'y a pas de frontières. Moi, justement, en parlant de pas de frontières, Jean-Jacques, on a parlé beaucoup de coopération, hein, coopération entre entre les collaborateurs, les sous-traitants, entre des confrères, et vous avez raison de le souligner, entre le secteur public, le secteur privé, et puis au niveau mondial, aujourd'hui, il faut cette coopération. Comment est-ce que ça se traduit et comment ça fonctionne, le continuum de la sécurité au niveau mondial ? Alors le continuum de la sécurité, comme vous le disiez Virginie, il est juste essentiel. En fin de compte, on l'a vu au travers de cette émission, l'insécurité a poussé des fabricants comme Hightstone, des sociétés comme les nôtres, à augmenter le niveau de sécurité afin de faire face à des acteurs malveillants, de plus en plus expérimentés, de plus en plus intelligents, tactiquement, stratégiquement. Et donc, on a dû bâtir et s'adapter. Dans cette adaptation, il y a bien évidemment les relations avec les forces de l'ordre. Sans relation avec les forces de l'ordre, ça ne peut pas marcher. Je vais vous prendre un exemple. En France, il y a, selon la Cour des comptes, 253 000 policiers et gendarmes en France, pour 183 000 agents de sécurité. S'il n'y a pas une collaboration entre le secteur privé et le secteur public, on passe complètement au travers de quelque chose. C'est valable en France, c'est valable aux États-Unis, c'est valable au Mexique, c'est valable dans toute l'Europe. Et bien évidemment, ces relations sont plus ou moins faciles dans certaines régions du monde que d'autres. Aux États-Unis, ils ont une culture de partage de l'information, d'échange avec le secteur privé. En Espagne, ils ont aussi cette culture de l'échange avec le secteur privé. Ça commence à être le cas en France, et je dis bien ça commence à pas-feutrer. Christophe Pignard le rappelait tout à l'heure, on collabore avec, au sein de TLF, avec l'OCLCO, l'OCLDI, avec l'ADN-RD et d'autres services, mais on avance à pas-feutrer. Et je pense que si on veut augmenter la sécurité de tout le monde, et surtout faire baisser ce sentiment d'insécurité, eh bien, il va falloir que le continuum de la sécurité prenne tout son sens, alors en le cadrant, en encadrant mais parfaitement ces relations publiques-privées pour arriver à des résultats que nous attendons tous et que nos concitoyens attendent, à savoir plus de sécurité. Merci beaucoup Jean-Jacques. Ce seront les mots de la fin. Alors avant de terminer cette émission, Jean-Jacques, en sus de votre activité en tant que vice-présidente sûreté du groupe Géodis, vous êtes aussi à vos heures perdues un écrivain. Et alors je voulais juste montrer les deux derniers livres que vous avez écrits. Il y en a un, L'art de la sûreté, 15 préceptes clés que vous étiez venu présenter lors d'un rendez-vous d'Agora des directeurs sécurité. Donc nous avions offert d'ailleurs à l'époque à nos différents membres. Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, je le présente, voilà, achetez-le. C'est le moment de faire des cadeaux pour les fêtes de fin d'année à la FNAC, voilà. On n'a pas le cité. Et le deuxième, on le retrouve à la FNAC aussi, celui-ci, Epéus, voilà, qui est un livre qui est sorti il y a à peine un an, je crois, et qui est magnifique. Je l'ai lu moi-même et je ne peux que vous le recommander. D'ailleurs, je suis fan, j'ai lu les deux, donc voilà. Écoutez, si vous avez des cadeaux de Noël à faire, n'hésitez pas à acheter ces livres. Voici. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et d'avoir apporté toute votre expertise. Un grand merci à vous quatre. Et puis Christophe qui a dû partir entre-temps. Et puis à très bientôt pour une nouvelle émission sur A-News Sécurité. Prenez soin de vous.